Bienvenue au Chaos Show, un autre épisode cette semaine avec mon chum Matt. Salut, C'est Pat. bon, le petit Shiner, il s'en va? Ah, il s'en vient bien. C'est comme le printemps, c'est comme l'automne, ça part tranquillement les feuilles. Puis tout. C'est clean. Hey, merci encore à tout le monde qui nous suit. J'ai été surpris, tu m'en avais parlé, mais je n'étais pas allé vraiment zioter ça sur notre page Facebook. Beaucoup de monde qui nous suit sur la page Facebook, beaucoup de monde qui nous parle aussi. Je vais aller répondre à quelques petits coquins. Des petits commentaires. Des petits coquins, Ah oui. ben oui, parce que si vous prenez le temps de nous écrire, je vais prendre le temps de vous répondre. Mais écoute, c'est tout fait dans l'humour. Les bons comme les mauvais, c'est parfait. Faut répondre à tout. Exact. Puis, j'ai remarqué, il y a beaucoup de views. Pour vrai, il y a des vidéos que c'est juste des petits segments. Il y a beaucoup de views. Il y en a qui ont 20 000. N'hésitez pas juste à... Vous n'êtes pas obligé de commenter. Vous êtes pas, mais juste un petit like des fois. Ouais. Pour nous autres, ça nous aide beaucoup sur l'algorithme puis faire grossir ce podcast-là. Donc, c'est une petite aide qu'on vous demande si ça vous tente. Sinon, continuez à nous écrire, continuez à nous jaser. Abonnez-vous à la plateforme web, à co.sport.tv, la chaîne YouTube qui est là aussi. Ouais. Abonnez-vous sur la partie payante du co.sport.tv. Vous allez avoir accès à des extras, notamment les entrevues que je fais au face-à-face en privilège, en premier. Il y a plein d'autres extras qui existent sur les autres podcasts aussi. Bientôt, nos capsules Combat pour les nuls vont être disponibles, probablement pour Noël. Ça va être notre cadeau de Noël à vous autres. Voilà. On est généreux de même. Généreux comme ça. C'est pas les lutins qui vont l'apporter. Non. Donc, continuez de nous suivre. Face à face, cette semaine, je reçois Alex Champagne. Donc, un gars qui aime les sports de combat, mais surtout qui m'a suivi dans ma déshydrate à l'UFC 186. Donc, vous allez voir son point de vue à lui, comment il a vécu ça. Parce que moi, je peux vous le dire, toutes les fois que j'ai vécu une coupe de poids, c'est jamais plaisant. Fait qu'on est prêt? On est prêt, mon père. Et on passe avec le premier round. Round 1. Matt, premier round, comme on l'a dit la semaine passée, c'est pas passé grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose de majeur dans les arts martiaux mixtes, dans la boxe ou peu importe. Et comme je l'ai dit tantôt dans l'intro, j'ai lu beaucoup de commentaires sur nos vidéos. Et il y a beaucoup de monde qui nous ont demandé de faire un petit retour dans le temps. Nostalgie, ça matin. Nostalgie sur l'histoire des arts martiaux mixtes et des combats extrêmes qu'on appelait dans ça là, du Québec. C'est vrai. Donc, d'où que c'est parti, des grandes stars qui sont passées ici. Donc, on va vous faire un petit recap de ça. Juste avant, peut-être des petites nouvelles flash, juste avant qu'est-ce qui s'est passé. On a parlé de M. Miyagi la semaine passée. Tu t'en souviens que ça faisait 20 ans que Pat Morita était mort, M. Miyagi. Cette semaine, puis on avait parlé de la toune aussi. La toune, en plus, ça n'a aucun bon sens comment le lien est fort. Là. On avait parlé de la toune aussi, que You're the Best Around avait été composé pour Rocky en premier. Finalement, il a pris Eye of the Tiger. Ben, cette semaine, et ça ne nous rajeunit pas, mon chum. Effectivement. 40 ans, le 27 novembre 1985. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, premièrement, Rocky 4. Rocky 4. Rocky 4. T'imagines, je n'étais pas au monde, Pat. Rocky 4. Ça te rajeunit pas. J'étais pas si vieux moi non plus. Là. Fuck you. Mais Rocky 4, évidemment, ça a été un des Rocky les plus spectaculaires à cause de tout l'engouement puis le contexte politique aussi. Le contexte politique. Il y en a qui disent que c'est leur préféré. Moi, je pense que ceux qui connaissent vraiment Rocky 1 est le meilleur de tous. Ouais. Après Rocky 4, ça c'est mon opinion personnelle. Mais celui que j'ai réécouté le plus souvent, moi, c'est le 4. T'as raison. Je pense qu'à justement, la période des fêtes arrive, quand il joue à la télé, il joue 52 fois dans le mois, je l'écoute, Rocky 4. Il est tellement cheesy, mais bon en même temps. C'est le contexte de la guerre froide et tout. C'est vraiment bon. Tu n'as même pas besoin de le mettre au ralenti, tu vois qu'il passe à 3 pieds quand il swing, mais c'est tellement bien joué quand même. C'est bon pour vous. C'est excellent. Petite nouvelle flash encore, il y avait un gars là de New Era. Francis Lafrenière qui se battait contre Nnetu. Ouais. Et Francis, après 6 ans, il revenait avec toute une performance, pour vrai. Faut quand même, par décision unanime. Ouais, il travaillait dans le monde de l'entretien, du paysagement, je pense. Puis là, retour à la boxe professionnelle quand même. Il y avait une bonne commande aussi devant lui. Là, ça l'amène où? Contre Jean-Pascal. Hey, Jean-Pascal, il avait dit le gagnant de ce combat-là. Ben non, c'est pas vrai. Il avait dit, j'aimerais vraiment que mon dernier combat en carrière pour le peuple québécois, le cadeau qu'il va nous faire à nous,
Quel homme. Quel homme. Quel homme. Que ça soit face à Francis s'il gagnait. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, ils ont fait un face-à-face après. Donc, on ne sait pas quand ça va arriver, mais ça va arriver l'année prochaine. Donc, Francis Lafrenière face à Jean-Pascal prochainement dans l'année prochaine, en 2026. Puis, une dernière petite nouvelle flash. Annie Lachance, on a parlé du championnat du monde de kickboxing. C'est passé à Abu Dhabi en fin de semaine passée. Le Canada est reparti avec 6 médailles. Quand même, une d'or, une d'argent, 4 de bronze, mais surtout, Annie Lachance de Val-Bélair, c'était ses 2e championnats du monde, parti avec 2 médailles de bronze. Très Donc, cool. Félicitations. L'organisation WACO, là, justement. Oui, WACO, qui est la World Association Kickboxing Organization. Bon, rapidement, ça se dit mal, là, mais... Oui, c'est ça. On va dire WACO. WACO, ça se dit mieux. Bon, juste avant de repartir dans la nostalgie, il y a un événement majeur vraiment qui s'est passé en fin de semaine. Ça, c'est cool de parler de ça. C'est le RAF. Ouais. C'est... comment on appelle ça déjà? C'est le Real American Freestyle. Exactement. Exact. Fait que parle-nous de ça, c'est un événement de lutte. Bon, pas WWE, de la vraie lutte olympique, si on veut. La lutte freestyle. Freestyle, exactement. Ouais. En style libre. Donc, la lutte comme on voit aux Olympiques. C'est vraiment intéressant. Nouvelle promotion qui a été créée, ça date de cette année. C'est leur 3e événement déjà. Là-dedans, ça a été fondé par Chad Bronstein, Terry Francis et Hulk Hogan. Yeah, brother! Yeah, brother, le défunt Hulk Hogan. Ça appartient à Left Lane Capital, donc grosse organisation. On vous l'avait dit. Il y a du monde qui va voir ça. C'était crowded. C'était plein. Mais t'as-tu vu les vedettes qui étaient là? Ouais. Il y avait des gros noms. Notamment, il y avait Chad Mendes qui affrontait Michael Chandler. Fait que ça donnait un gros combat. C'était la finale. Ouais, exactement. Michael Chandler qui donne un show. On le sait au micro, il est quand même habile. Fait que vraiment, j'ai aimé le format. C'était spectaculaire. C'était très lumineux. 3e événement. Ouais, très lumineux comme show. Ouais. La foule qui embarquait. Puis il y avait des gros match-ups, là. C'était écœurant. Puis on vous avait dit la semaine passée qu'on parlerait de lutte, justement. Ben, ça a sorti en fait de semaine. J'ai dit, c'est vrai, il y a cet événement-là. Puis ça grossit en ampleur, vraiment. On voit tous les sports satellites au MMA, comme le jiu-jitsu, la lutte, le kickboxing, commencent à se trouver des niches à gauche et à droite, vraiment à vivre de leur propre art. Ça, je trouve ça vraiment rafraîchissant. On sait que l'UFC est très protecteur de ses combattants, mais il les laisse aller. Là. Sur ce gars-là, il y avait Joaquin Buckley qui était là. Tu as Bo Nickel qui s'est battu dans le premier RAF. Là, tu as Michael Chandler contre Mendes. Ça a brassé, ça, par exemple, ce combat-là. Il y a eu des coups de tête, des doigts dans les yeux de la part de Chandler. Chandler, on s'est dit, c'est un sale. Oh, il se bat en salaud, pour vrai. Puis quand il s'était battu contre Poirier, il avait mis les doigts dans la bouche, les doigts dans les yeux. Mais encore une fois, tu disais qu'il a gagné 4-1 au niveau du score de lutte. Pogné le micro, encore une fois, il lâche pas le morceau. Les bretelles, puis il lâche pas le morceau. Carl McGregor encore. Mais c'est quelque chose à regarder pour voir. C'est spectaculaire. Puis les gars, ils vont à fond. Oui, puis tu sais, le règlement en lutte, le pacing est rapide. Ah, ouais. Tu sais, je veux dire, fait que c'est super excitant. Tu avais des anciens du UFC comme Clay Guida qui se battaient sur la carte. Ouais, ça, c'était toujours intéressant. On l'avait vu dans le monde du jiu-jitsu un petit peu à CFFC. Il a fait des combats de jiu. Puis là, c'est un lutteur d'origine, Clay Guida. Tu as eu Joaquin Buckley contre Pat Downey. Ouais. Je ne connais pas Pat Downey, il s'est battu un peu à Bellator. Un autre Internet sensation, si on veut, là, c'est incrusté dans le monde du jiu-jitsu aussi, mais c'est tout un lutteur. Il avait fait les trials de l'équipe américaine pour les Olympiques derniers. Fait que ça a donné tout un match, là, furieux combat. Là, il y a un autre show le 20 décembre qui s'en vient. On a annoncé là, 2 jours là, que Bo Nickel, qui est champion des poids mi-moyens à la lutte là-bas, va se battre contre Yoel Romero. Quand même un gros match-up. Romero, je veux bien croire là, qu'il est âgé, là, mais c'est un freak. C'est un phénomène de la nature, ce gars-là. C'est un freak athlete, il est énorme aussi. Là, je veux dire, il est aux Olympiques pour Cuba. Ouais. En lutte. Il avait-tu gagné de mémoire? Je pense pas qu'il avait gagné. Je me souviens plus, mais en tout cas, c'est quelque chose. T'as lui, t'as David Carr qui va affronter Belal pour le Welterweight Championship. Fait que vraiment des gros noms. La finale, c'est des heavyweights. Oui, c'est Wyatt Hendrickson qui est 3 fois All-American, mais surtout face à Manson Paris. Manson Paris qui a représenté les États-Unis aux derniers Jeux olympiques à Paris. C'est des gros bonhommes, mais c'est pas des gros bonhommes qui bougent pas. Là. Je te dis, c'est du wrestling, ça bouge. Solides athlètes. Fait que ça va être ça, c'est la finale chez les poids lourds. Puis il va y avoir aussi Yanni Dominicanis face à Austin Gomez pour le championnat des poids légers. Pour vrai, je regardais ça en fin de semaine. Tu sais, les highlights. Puis comme tu dis, là, le stage est au milieu, il y a du monde, là, c'est jam-pack. Puis c'est spectaculaire aussi. Il n'y a pas de coups, là. Tu vas dire, mais il se frappe pas. Hey,
Ils n'ont pas besoin de se frapper. Hey, les gars, ça shoot, ça sprawl, ça revole, ça se retourne d'un gars. C'est vraiment nice à regarder. Là. Puis tu as pratiqué de la lutte, tu as fait des vrais trainings de lutte, Pat aussi. Là, puis écoute, autant que j'aime le jiu-jitsu, je pense que c'est le meilleur sport au monde. Les meilleurs athlètes, c'est les lutteurs. C'est les gars. Écoute, j'ai joué au hockey, 2 lettres. J'ai joué au football dans ma vie aussi, un bon niveau quand même, mes jets. J'ai fait du MMA. Les freak athlètes, c'est des lutteurs. Ça n'a aucun bon sens. C'est parce que la mentalité, lutteurs, là, tu peux pas avoir un cardio de lutte si tu veux pas de lutte. Même si tu vas courir quand même, parce que tu peux pas avoir de temps de repos jamais. Tu sais, en jiu-jitsu, tu vas pogner une position, tu dis, OK, là, je peux temporiser. À la lutte, à la boxe, tu peux te déplacer, prendre un temps de repos. À la lutte, jamais. Tu es tout le temps face à face. Puis là, tu sais jamais, tu es tout le temps sur tes gardes. Puis les lutteurs, ils déforment ils se forment une force naturelle. Les gars sont forts, sont thick. Quand tu pognes un vrai lutteur au corps à corps, tu te dis, ça sera pas le fun. Et oui, des fois, au jiu-jitsu, on a des lutteurs qui viennent, qui essaient de s'incruster dans le monde, puis ils sont tout le temps pas pires. Tu sais, tu vas l'avoir à l'usure à cause que le sport est fort différent, mais ils sont tough. Au sport, on est en train de bâtir une grande famille avec plusieurs contenus, dont évidemment le hockey, le football, le soccer, le golf et maintenant des sports de combat. Sur l'application causport.tv, ben, vous avez de l'extra, vous avez des entrevues également. On a l'application que vous pouvez télécharger et aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vraiment, vraiment tough. Parce que c'est tout le temps musculaire, on est tout le temps un contre l'autre, on dit tout le temps, tu sais, on force. Pas quand, tu sais, du métal, tu vas forcer, c'est statique. Ça bouge pas. Tu vas bencher, c'est correct. Mais là, quand tu forces avec quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait, il est mou, tu bouges tout le temps. Mais ces gars-là, là, ils viennent forts, là, mais une force, je sais pas comment l'expliquer. C'est pas une force de plate. C'est une force humaine. Ouais, vraiment. C'est dur à expliquer. C'est isométrique, là, au bout. Là. Ouais. Faut être au corps à corps avec un vrai lutteur pour te dire, si vous avez une chance dans votre vie, faites un entraînement de lutte dans une vraie room de lutte une fois, vous allez faire. OK, il n'y a rien qui est difficile à part ça. Je te dis, moi, quand je m'entraînais, là, quand je me battais, j'étais top shape. Là, j'allais m'entraîner avec l'équipe nationale de lutte. Avec des gars qui sont allés aux Jeux olympiques. J'avais pas de plaisir. Là. Non, t'as pas de fun. J'avais pas de fun. Pendant 3 heures de temps, je voyais le ciel, la terre. Il n'y avait pas de plaisir. Là. Je sortais de là, j'ai dit, OK, pense que ça a bien été. Là, mais quand je remettais tout ça ensemble, je voyais que je m'étais amélioré. Mais je me faisais torcher. Là. Sur le coup, tu le sens pas. Mais non, man. Fait que super organisation. On vous reparlera du gala qui s'en vient du 20, mais bref, moi, je trouve ça rafraîchissant que des sports, les arts martiaux mix, chaque sport maintenant peut vivre de lui-même. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment cool. Puis les gars sont payés aussi. En plus, professionnellement. Segment nostalgie. Yes! L'histoire du MMA au Québec, comme vous nous l'avez demandé sur les réseaux sociaux. Donc, on va partir de ça. Écoute, il y en a eu plusieurs organisations au Québec qui ont tenté. Là, présentement, Samouraï qui fait un bon travail. Mais dans l'histoire, évidemment, il y en a eu quelques-unes. Il y a eu UCC. Qui ont commencé à mettre les combats extrêmes sur la map. On peut le dire. Ça comme ça à l'époque, des combats extrêmes. Exact. Et vite, je vais juste les nommer. Après ça, on va y aller plus en détail. Il y a eu UCC, il y a eu TKO, qui ont changé de nom. UGC, Ali Nestor qui est parti de UGC en 2002. Après ça, tu as eu Ringside MMA avec Eric Champoux, qui voulait faire les bonnes choses. Je pense que les moyens étaient peut-être pas là. Ouais, c'est ce que j'ai senti. Et puis, je te dirais, c'est les trois vraiment, ou 4, là, si tu mets UCC et TKO ensemble, qui ont donné un élan à plusieurs combattants pour aller plus haut, plus loin. UCC 1, écoute, c'est le 2 juin 2000. C'était Elvis Sinozic face à Dave Benetto. Dans ce temps-là, Dave Benetto s'était déjà battu à l'UFC. Donc, c'était une grosse prise pour UCC. Une petite organisation. Ici. Exact. Puis UCC 1, là, écoute, t'avais des gars comme Donald Ouimet, Sean Tompkins, Steve Vigneault, évidemment, la légende Steve Vigneault, David Loiseau aussi, Justin Brockman, Wagner Fabiano. Wagner Fabiano, c'est lui qui a donné la première ceinture à Georges. C'est lui qui m'a donné ma première ceinture bleue aussi. C'était le premier Brésilien qui venait comme ici au Québec. Il représentait Nova Union. Puis c'était le premier Brésilien qui venait ici. Puis il était ami avec Georges, il était ami avec Steve Claveau aussi. Puis les gars le faisaient venir pour avoir des ceintures. Stéphane Potvin et Claudine Stéphane Potvin. Écoute, tu pouvais pas t'ennuyer avec lui. Il a du talent, ce gars-là. Il y avait du talent. Oui, il y avait du talent. En jiu-jitsu, en tout cas, moi, ce que je sais de lui. Moi, je le connais bien, Stéphane. C'est un personnage. Ouais. S'il y avait moindrement eu peut-être un peu plus de fighting IQ, qui aurait été là. Mais quand ce gars, ça allait se battre, ça allait se soigner pour tout. À l'ancienne, c'était ça à l'époque. Ben oui.
Écoute, puis le dernier, je voulais dire, c'est Claudinho Fontinel, parce que Claudinho Fontinel, c'est un Brésilien qui est arrivé ici, il était sur du stock, puis il a 51 ans, il s'est battu en 2023 encore, c'est pas encore, là. Mais ce gars-là, c'est, pour vrai, de mes yeux vus, c'est le premier gars que j'ai vu vraiment jacked up, cut, là, j'étais, non, ça pas, c'était un robot, là. Ça m'a fait capoter. Fait que UCC 1, ça a été c'était vraiment, c'est l'Ultimate Universal Combat Challenge, c'est ça que ça s'appelait. Bon, Universal Combat Challenge. C'est un acronyme. Ouais, c'est Stephen Patrick qui avait parti ça. Stephen Patrick qui a été un personnage controversé à travers les années. Puis je veux pas embarquer là-dedans. Ou ce que je veux dire, par exemple, ce qu'on doit y donner à Stephen Patrick, c'est qu'il a tout le temps fait des shows vraiment solides. Pour vrai, ça a tout le temps été des spectaculaires, les shows qu'il a fait. Les match-ups qu'il a fait, c'est rare qu'on a eu un show plate. On avait ce qu'on voulait. De UCC ou de TKO, honnêtement. Ouais. Même TKO, on en reparlera un petit peu plus loin, là, mais ils sont arrivés, sont partis, sont revenus. T'sais. Puis même quand ils sont venus, c'était des gros shows. Là. Ouais. Ça, on pourra, comme tu dis, Stéphane Patry, c'est un personnage, mais on ne pourra jamais y enlever les shows, les match-ups qu'il faisait. Ça, non, puis tu sais, il fait venir. C'était élite, là. Il faisait venir des gros gars, là. Tu sais, quand on parle là, les Canadiens là, qui se sont battus à TKO puis UCC, c'était Georges, évidemment, Ivan Menjivar, Jonathan Goulet, Joe Darkson, Mike Omenick, Sam Stout, Steve Boucher. C'était une belle époque, ça. Yves Jabouin. Tu sais, tous ces gars-là se sont battus au UFC. Ouais. Puis ils ont eu des belles carrières. Puis, hey, regarde, là, les combattants internationaux que TKO a fait venir, puis UCC, là, Jeremy Horn, Dwayne Ludwig, Rich Franklin, champion du UFC, Jens Pulver, champion du UFC, Sean Shirk, Uriah Faber, Cyril Gann. Puis et ça, c'est juste pour nommer ceux. Il y a du champion du monde là-dedans. Là. C'est incroyable. Ouais. Fait qu'on on était capable. Puis TKO dans ce temps-là, peut-être pas UCC, peut-être à la fin, parce que UCC, on s'est rendu à UCC 12 en 2003. Puis après ça, en 2003, ça a changé pour TKO. On a changé le nom de. Puis le final, c'est Steve Vigneault contre Sean Person. Je me suis battu sur cette carte-là contre Yann Pellerin. Mais ça, c'est un combat. Et Steve Vigneault, moi, je vais parler tantôt des meilleurs combats que j'ai vus de TKO. Steve Vigneault en fait partie peut-être dans 3-4. Mais ça avait été quelque chose. Pearson l'avait pris, l'avait fait un marteau pilon, puis Steve Vigneault s'était relevé, c'était au Centre Pierre Charbonneau. Puis on a fait beaucoup de shows au Centre Pierre Charbonneau à TKO. Là. Belle place pour ça, honnêtement. Puis à l'époque, c'était comme si c'était notre Pride québécois. Pride, qui est une ancienne organisation japonaise de MMA, qui était comme l'âge d'or du MMA. T'avais l'UFC, t'avais eux. On avait ça au Québec. C'était électrique, les shows. C'était dans un ring, encore. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Parce que Georges contre Menjivar, je pense, c'était dans un ring. Hein? C'était dans un ring. C'était le premier combat professionnel à Georges contre Menjivar. Pensez à la catégorie de poids. Menjivar était beaucoup trop lourd pour... Il a fini sa carrière à 145, je pense. Ouais, non, c'est ça. Puis ça s'est fini dans une espèce de controverse. L'arbitre avait arrêté le combat. Georges faisait du ground and pound. Puis à un moment donné, l'arbitre a arrêté le combat pour fuck all. On ne savait pas pourquoi. C'était assez étrange. Puis, tu sais, tu parlais de Pride. TKO était la 3e plus grande organisation au monde. Oui. Pour vrai, t'avais l'UFC, t'avais le Pride, puis TKO était juste après. C'était énorme. Il y avait énormément de lumière autour de ça. Puis, tu sais, les shows au Centre Pierre Charbonneau, là, c'était écœurant. Il y avait une rampe qui montait jusque dans les estrades. Puis c'est par là qu'on rentrait les combattants. C'est fou. Avec de la pyrotechnie. C'était incroyable. Pour vrai, le show qu'on donnait aux partisans qui venaient voir le TKO. Puis c'était plein, là. Tu sais, à cette heure, là, on a de la misère à remplir les salles, mais les shows de TKO, là, c'était jam-pack là, au Centre Pierre Charbonneau. Les gens étaient friands de ça. Puis, tu sais, oui, il y avait comme la nouveauté, mais les personnages étaient au rendez-vous. Puis, quand TKO est revenu, je me souviens plus dans quelle année, là, mais c'est dans les années 2010, ça doit être en 2018 environ qu'ils sont venus TKO par la suite. Ben, pourquoi ça a pogné quand même? Tu sais, moi, j'étais allé à plusieurs shows. J'ai coaché Yohan TKO aussi, puis les premiers shows, t'as à Tohu, je pense, qui était quand même une belle place pour ça. C'était intéressant encore, le walkout des fighters et tout. Mais t'avais des personnages encore une fois, tu sais. T'avais les Strania, des Joe Vallée, Marc-André Barriot, les frères Jourdain, Yohan Lennes s'est battu là. Puis là, j'en passe, Michael Dufort, etc. C'était vraiment des gros shows, là. Tout le monde était là, puis les match-ups étaient bons. Les match-ups étaient bons. À partir de 2008 à 2016, il n'y a pas eu de gala de TKO. On a fait 4 galas Instinct, par exemple. Exact. Je me suis battu sur un de ces galas-là, de 2011 à 2012. Et après ça, TKO est revenu jusqu'en 2019. Donc, TKO 49, qui a été annulé, c'était à l'Olympia. Mais on a poursuivi jusqu'en 2019. Puis ça a été des gros shows. Puis il y a eu des gros noms qui ont sorti de là, pour vrai. Puis pour différentes raisons, ça l'a arrêté. Mais il reste que ça a été un tremplin pour
presque tous les Canadiens, pas juste les Québécois, là, les Canadiens. Les gars de l'Ontario, l'équipe de Tompkins. Là. Ben, c'est ça, je vais en parler de ça, la rivalité entre Team Tompkins et Team Légion, qui a fait l'histoire des combats des arts martiaux mixtes ici au Québec là, pendant des années et des années. Mais ça a été un tremplin TKO pour plusieurs Canadiens, aussi sinon tous les Canadiens qui ont passé à l'UFC de ma génération. Là. Ben oui, carrément. Puis comme tu dis, c'était la plus grosse organisation après les deux majeurs, après Pride et UFC. Fait que t'étais en Amérique du Nord, t'étais pas dans l'UFC, tu te battais chez TKO. Ouais. C'était carrément ça. Mais juste pour revenir rapidement, UCC 1, c'est-tu le premier gala de MMA professionnel au Québec dans l'histoire? Écoute, il y avait IFL, mais c'était pas une organisation IFL. québécoise. Ouais, c'est américain, ça. Oui, puis il est venu ici à Kanawake. Ryan Nelson était champion de ça. Il y avait eu des Québécois qui s'étaient battus là-dessus. Steve Vigneault s'était battu là-dessus, mais tu sais, c'était pas une organisation québécoise comme telle. Puis tu sais, il y en a eu plein là, sur la réserve. Jean Rivière qui s'était battu contre Carlos Newton avant que Carlos Newton s'en aille à l'UFC. Puis Jean Rivière avait perdu par étouffement, mais exhaustion. Carlos Newton s'était assis dessus. Il avait mis les jambes par-dessus. Jean Rivière était un gars de karaté. Là. Fait que, c'était un gros bonhomme aussi. Fait que il l'avait envoyé à terre, il était sur le dos, il avait envoyé les jambes par-dessus à la tête, puis il s'était assis dessus. Puis il était plus qu'à le respirer. Ça a été, c'est submission by exhaustion. C'est gênant, pareil. Hein? Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, il fallait que ça parte de quelque part aussi. Ben oui. Puis c'est ça qui est cool. Puis l'UFC regardait beaucoup. C'était une pépinière. Puis ouais, c'est ça. C'était un tremplin extraordinaire. Puis évidemment, c'était dans un ring, jusqu'à temps qu'en 2006, finalement, on fasse la transition à Tokyo 27 au Centre Bell, Sam Stout face à Jay Strada. C'est la première fois qu'on a fait de TKO dans un octogone. Hey, Sam Stout, là, légende. Ça me semble, c'est une légende. Une légende. C'est battu contre Jose Aldo. Pour le titre. Non, ça, c'est Mark Herminick. Mark Herminick, c'est vrai. Mais il s'est battu contre Yves Edwards. Il s'est battu contre... des grosses vedettes, là. Des grosses vedettes. Mark Herminick. Étais-tu bon, lui aussi? Mark Herminick de Machine, qui rentrait tout le temps sur The Final Countdown. Écoute, il y a des... Puis Sam Stout rentrait tout le temps sur Till I Collapse de Eminem. Écoute, c'était cette équipe-là. Puis on a fait beaucoup de match-up entre Team Légion puis Team Tompkins. Shout-out Steve Claveau. Dave Parizeau. Oui. Écoute, il y en avait. Après, tu as eu Kevin Morin qui est arrivé. Kevin Morin, Jonathan Goulet qui était là-dedans aussi. Les gars avec les cheveux teints, toutes sortes de couleurs. Exact, c'était leur signature. Puis Sean Tompkins qui s'était battu, lui, à l'UFC, à UCC 1. Vraiment pas un bon combattant, mais un des meilleurs entraîneurs qu'on a eu au monde, pas au Canada ici. Ben oui. International, le feu Sean Tompkins. Quand il est décédé, il y a eu des tributes sur lui partout dans le monde, honnêtement. Il était très respecté. Il faut que tu fasses des choses bien quand tu réussis à produire autant de combattants élites comme ça. Là. Écoute, c'était toute une Sam équipe. Stout, Mark Herminick, Chris O'Rodicki. Puis c'est il y en a eu d'autres aussi. Chris O'Doherty est arrivé au UCC, je pense, il avait 18 ans. Il y avait une petite shape. Là, il y avait une babyface. Hein? Il y avait des petits totons d'adolescent encore. Là. Il n'y avait pas de muscles. Je sais, il était tellement jeune. Mais il était bon. C'était des gars de kickboxing qui étaient très, très solides, honnêtement. Là. Puis, tu sais, je pense que... Puis, les premiers gars de Jiu-Jitsu qu'on avait arrivé à UCC, c'est des gars comme Richard Nankou. Je sais pas si ça te dit quelque chose, mais des gars comme Richard Nankou qui étaient très, très solides au sol. Puis lui, là, il faisait peur à bien du monde, pour vrai, au sol. Puis là, personne ne voulait y aller, mais c'était un des premiers qui a dominé ou qui a montré au UCC que c'était pas juste des strikers. Le sol, ça existe. Ouais, Richard Nankou était solide. Mais rappelle-toi, à l'époque, le Jiu-Jitsu, ça n'existait pas au Québec pratiquement. Tu en avais très peu. Puis, j'ai une vieille anecdote avec un gars que je me suis entraîné, Philippe Seagull, que tu connais, qui m'avait dit, je me souviens plus trop en quelle année, je pense en 2006. Il dit, un gars qui était débarqué, il était blue belt. Il était arrivé à une compétition de jiu-jitsu à Montréal, il avait sobé tout le monde, planté tout le monde. Il dit, tu sais, un X-choke, on ne savait même pas c'était quoi à l'époque quasiment. Il n'y avait pas ça. Fait que quand tu avais un spécialiste qui arrivait dans le TKO, ça a tout changé. Parce que oui, c'était des gars de stand-up majoritairement. Fait que c'était une méchante belle époque. Il n'y a pas... J'ai pas rêvé ça, là. Stéphane Ouellet, t'avais pas fait un combat. Stéphane Ouellet a fait 2 combats. Ouais, exact. C'était battu contre Jeff Davis, le premier coup. Qui avait knocké pendant le fist bump du début, là. Ouais, quasiment, là. Mais Jeff Davis, c'était une risée, là. Pour vrai, là, tu sais. Puis personne ne voulait se battre contre Jeff Davis, parce que tout d'un coup,
qui me que je perds pince. contre lui. Ta vie est finie. Bon, voilà, oui. c'était une risée. Après ça, il s'est battu contre Payne Peters. Oui. Payne Peters, encore. Une légende, le Payne Peters. Il est déjà rentré avec des motos à UCC. Là, c'était fantastique. Payne Peters. Puis, combat est fini parce que Stéphane Ouellet l'avait mordu. Il avait mordu sur le chest. Oui, il savait plus quoi faire. Puis je me rappelle du visuel encore. Puis ça, c'était dans TKO ou dans UCC, ça? Ça, c'était UCC, je pense. Hein? Ouais, c'était UCC, ouais. C'était à Verdun quand il s'était battu. Et on a fait beaucoup de shows à Verdun, là, du temple de Verdun, à UCC. Des années que Stéphane Ouellet allait pas super bien. Non, c'est ça. C'est ça. Je sais pas si... ça a déjà bien... Ouais, c'est ça. Il a été mieux. Il a déjà été mieux. Il a été mieux. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, là, on parle beaucoup de UCC, mais tu sais, on va y revenir, là, mais tu sais, je veux parler aussi de UGC. UGC, c'est il a vu le jour en 2002, le 14 juin 2002. On a fait quand même 32 événements. Ça s'est terminé en 2013, UGC de 32. Mais le premier événement UGC en 2002, c'était Yves Jabouin contre Thierry Canville. Pas oublier Thierry. Thierry qui a été un rouage quand même assez important dans les arts martiaux mixtes du Québec. Moi, quand j'ai commencé le MMA là, en 2009, fin 2008, début 2009, Thierry Canville, c'était impressionnant. Je l'avais vu passer à une petite compétition que j'avais faite de jiu-jitsu. J'étais comme, oh, wow, c'est Thierry Canville. Je pense qu'il était ceinture noire déjà dans le temps. Là. Puis il s'est battu en championnat du monde, en championnat pro TKO aussi. Ouais, exact. Ouais. Ah, c'était tout un gros nom, tu sais. Mais tu parles de ceinture. Tantôt, tu parlais de ceinture bleue qui était venue choquer tout le monde. Là. Ouais. Je sais pas si c'est que. En tout cas, moi, les ceintures qui me faisaient plus peur quand j'ai commencé, c'est les ceintures mauves. Purple belt. Les ceintures mauves, ils me terrifiaient bien plus que les ceintures marron et ceintures noires. Ouais. Les ceintures mauves, pour moi, là, quand t'étais rendu là, t'étais un master. T'es un ninja. J'étais bien plus impressionné par eux autres. C'est eux autres qui me faisaient plus peur que brune ou noire. Même affaire. Puis tu sais, comme tu dis, ceinture noire, c'était juste des Brésiliens, puis c'était comme inatteignable. Ouais, c'est ça. OK. Mais une purple belt, t'étais comme, madame, oublie ça, je peux même pas y toucher. Là. Oui, j'ai eu le même feeling vraiment longtemps en plus. Il n'y en avait pas. Non, c'est ça, il n'y en avait pas. Puis tu sais, souvent, il y en avait peut-être une ou deux par gym quand on s'en allait. Puis là, tu regardais. Moi, en tout cas, j'étais bien impressionné. Non, c'était impressionnant. D'eux autres. En 2009, tu as Ringside MMA par Eric Champoux qui a été formé. Ils ont fait 13 événements. Fini en 2012. Premier main event de ce show-là, le 30 mai 2009. Steve Bossé contre Yann Pellerin. Deux gros bonhommes. Puis ça a donné... Steve Bossé avait gagné. Écoute, c'est l'histoire... Tu sais, on en parle souvent, Lafond, il fait ça pour les bonnes choses. Tu fais pas de cash avec ça. Il n'y a pas d'argent. Puis, Éric Champoux me l'avait dit souvent. Il dit, je veux bien, là, mais maintenant, je cours à ma perte. C'est dur de faire des shows ici au Québec, puis rentabiliser, parce que ça coûte tout cher. Si tu veux faire un beau show avec des lumières, avec des spotlights, de la pyrotechnie, toute la kit, puis là, faut que tu payes les combattants. Man, ça vient... T'as pas de deal télé ben. Moi, je me rappelle, les Ringside, justement, ça, c'était vraiment dans le temps que je faisais du MMA amateur, puis j'écoutais les gars-là tard le soir, d'ailleurs, genre à minuit et demi, là, en rediffusion, la série Ringside. Je me souviens de ça encore. Ça passait pas à la télé, ça passait pas nulle part. Puis c'était dans la région de Gatineau, hein, je pense, ça se peut-tu? Ils faisaient beaucoup de shows dans la région de l'Outaouais, me semble. Ringside? Oui, Ringside, ils en fait un au Centre Bell. Ouais. C'était-tu au Centre Bell ou à Québec? J'étais en voir un au Centre Bell. Ouais, ça se peut. Je m'étais battu pour eux autres une fois dans l'histoire entre 2010 et 2012 quand je me suis fait mettre dehors de l'UFC. Donc ça faisait partie de mes 4 victoires pour retourner à l'UFC. Mais Champoux a toujours été un bon Jack pour vrai. Il était proche des combattants, il essayait de faire les choses pour la bonne chose. C'était bien fait. C'était bien fait, oui. Mais encore une fois, c'était dur. C'est ça. T'as pas de deal de télé, t'as pas rien de ça. T'as fait où ton argent? Les commanditaires sont pas tant au rendez-vous pour ça. Ben, la moins en moins. Tu sais, au début, là, UCC TKO, il l'avait, là. Ouais. T'avais surtout Lifestyle, là. Les ring girls lançaient des capotes lançaient des capotes dans les estrades. Mais tu sais, t'avais plein de commanditaires, puis... OK, Ah oui, vas-y, Pat, ça te brûlait, là. Il y avait beaucoup de monde autour du ring. Illicite. Qui faisait beaucoup de... Qui faisait d'autres choses. Du basic à pédale. Non, qui faisait d'autres choses dans la vie. Faisait d'autres choses dans la vie. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup ça qui était à rapport à ça. Puis, tu sais, j'accuse pas personne ou peu importe, mais tu sais, c'était un autre temps. C'était complètement ailleurs. La régie qui a souvent été sévère, la MMA, on va se le dire. N'importe quel promoteur sur le genre. Il n'aimait pas ça. La régie n'aimait pas la MMA. Au début, il n'aimait pas ça. Parce que ça finissait tard.
Oui. Parce qu'il connaissait pas ça. De 2, puis de 3, il y avait tout ce que tu viens de décrire, l'espèce d'alentour, le monde interlope, on va dire, qui était là. Mais à boxe, c'est plate, là. Regarde, moi, là, je travaille avec Jean-Paul, là, puis lui, il était là quand Hilton contre Wallet, là. Ben, c'est qui Je était te le là? dire, là, autour du ring, là. Ben. C'était pas des fleuristes, là. C'était pas des fleuristes. Elle l'aime, celle-là. C'était pas des fleuristes. C'était pas des fleuristes, puis c'était pas Boucher, là. C'était pour aller voir ce combat-là, je pense. Ben oui. Qui était sorti, la fameuse scène sort du palais de justice après avoir été acquitté. Ouais. Fait que, mais carrément, il aimait pas ça, puis c'est un sport, je pense, qu'il comprenait pas la régie. Puis encore aujourd'hui, c'est difficile. Je veux dire, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. On va revenir à UCC puis TKO. Il y a eu des combats extraordinaires dans cette ère-là de TKO. Moi, personnellement, un de mes combats préférés, c'est contre Steve Vigneault. Steve Vigneault, pour moi, c'était tu sais, quand je suis allé voir, quand je me suis battu au Proving Ground, c'était UCC Proving Ground, donc c'était un sous-titre de UCC pour faire des nouveaux prospects. Mm-hmm. Et moi, quand j'ai commencé au Scratch à Laval, Georges se battait là aussi. Wow! Mais tu sais, il y avait une table de célébrités. Tu sais, t'avais Steve Vigneault, t'avais Donald Ouimet, David Loiseau. Puis là, nous autres, on allait serrer la main après. C'était eux autres le visage. C'était eux autres le visage. Puis Steve Vigneault, pour moi, ça a tout le temps été un idole, pour vrai. Ben Puis oui. je me suis entraîné avec. Puis tu sais, je me suis battu avec aussi. Puis tu sais, c'est vraiment ce combat-là qui a été pivot pour moi dans ma carrière. Tu sais, parce que moi, quand je me suis battu contre Steve Vigneault à Victoriaville pour le championnat canadien des light heavyweight, man, je braillais en arrière. C'est le combat où j'étais le plus nerveux de ma vie, pour vrai. J'étais en arrière, là. Non, mais avant. Avant, là, j'étais nerveux. C'était Steve Vigneault, je m'allais me battre contre Steve Vigneault. Puis là, j'avais battu Yann Pellerin. J'avais battu un autre, je pense, je me souviens plus. Mais là, j'étais rendu. Puis, tu sais, ça montait vite, là, évidemment. Là, oui, à l'époque, t'avais pas un roster si gros que ça. Puis finalement, tu sais, j'étais le premier à dunker Steve Vigneault. Puis au premier round, ça s'est fait d'une façon vraiment. C'était pas une tragédie, mais d'une façon genre. Non, mais c'est moi, Victo, là, il y avait une petite rangée dans la section 13 qui était venue m'encourager, mais toute l'aréna à Victo, c'était tout pour Steve Vigneault. Quand je l'ai knocké, t'entendais juste eux autres. Puis c'est comme à Shock the World, je l'ai fait. Là. Moi, après ça, tu sais, Steve et moi, on s'est entraînés pendant des années ensemble après. Là. C'est cool, ça. Ouais. Non, c'est vraiment cool. Puis comme tu dis, c'était le visage. Avant les Georges Saint-Pierre, les pas de côté de ce monde, c'était lui. Tu sais, on n'en parle plus tant que ça aujourd'hui parce que ça fait déjà longtemps. Ouais. Hein, le temps a passé. Mais tu sais, Steve Vigneault, c'est un gars intéressant. J'ai jamais jasé. Puis je suis content pour lui parce que, tu sais, avant que je le batte, tu sais, là, on le voyait qu'il s'en allait au UFC. Puis là, quand je l'ai battu, le train a déraillé un peu. Mais il a quand même eu sa chance. Il s'est battu au UFC quand il y a eu l'UFC Canada contre États-Unis. Oui. C'est UFC 68 ou 69. Là, je me souviens plus précisément. Mais il s'était battu contre Mike Swick. Mike Swick qui avait passé une guillotine. Mais au moins, je suis content qu'il ait pu goûter à ça. Il a eu sa shot pareil. T'sais, il a eu sa shot. Il a vu. C'était quoi? Il a dit sur le Big Show. Il était capable d'y aller pareil. Puis ça, je trouve ça vraiment cool pour un gars qui le méritait. T'sais. Il a pavé la voie à des gars comme moi. Puis des gars, plein de gars avant nous autres. Pour être capable de faire une carrière là-dedans. T'sais. 100%. Hey, Mike Quickswick. Mike On Quickswick. sort un vieux nom. Là. Bon, best fight, à mon avis, UCC 10, Steve Vigneault contre Jeremy Sills. Vigneault l'avait knocké au deuxième round, mais c'est un des combats les plus violents, je pense, que j'ai vu de toute ma vie. Là. Puis Jeremy Sills, c'était un gars, il était sur juice, mon gars. Il avait une shape incroyable, des bras gros de main, puis c'était un bon striker. Là. Puis ça s'est tapé ça à la gueule, je te dis. Là, ça a été très, très solide. Steve Vigneault, pour moi, c'est un des meilleurs combats qu'il y a eu dans cette organisation-là. Steve Vigneault, après ça, il s'est battu contre German Andre. German Andre qui s'était battu à l'UFC, puis c'est un gars spécialiste de clé de cheville. Il avait essayé 2-3 fois contre Vigneault, il s'en était sorti, puis finalement, il avait gagné. Il a eu des grosses victoires pour vrai, le Vigneault, mais c'était un bagarreur. C'est un gars du peuple. Là. Ouais, un gars du peuple. Un peu comme... bon, là, j'ai un méga blanc, là, mais notre Canadien qui s'est battu à 2 reprises dans l'UFC, qui s'est battu contre Michael Dufort aussi, là, j'ai vraiment un blanc. T'as des gars comme ça, sont juste à cheval entre le gros show puis local. C'est triste des fois. Ben, triste. C'est correct, il y a moyen de faire une belle carrière. C'était Vigneault une belle carrière. Mais il manque toujours le petit quelque chose. Ou quand c'est le temps que le spotlight est sur eux, ça sort pas. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Ben, des fois, t'as juste un combat, des fois, qui te fait sortir. Là. Malheureusement, ça a été contre moi quand j'ai knocké. Après ça, ça a été un petit peu moins bien. Mais comme je te dis, il y a eu sa shot quand même. Fait qu'au moins, il a goûté à ça. Dans l'histoire aussi, il y a eu des grosses victoires. Mais je pense que une des plus grosses victoires pivot qui a fait voir qu'ici au Québec, on était capable de gagner, c'est David Loiseau pour moi. À UCC 11, le gala d'après, face à Jesse Jones.
Jesse Jones, en ce temps-là, qui était un des prospects les plus en vue, s'entraînait avec Tim Miletich. Tim Miletich, dans ce temps-là, Pat Miletich, Jens Pulver, Jeremy Horn. T'avais Tim Sylvia qui était là-dedans. C'est vrai, Tim Sylvia. T'avais Rob... comment il s'appelait, là? Ça va me revenir. Phil Baroni. Phil Baroni. T'as jamais été capable de le pogner, lui, hein? Tu Non, le voulais, on hein? a essayé. Écoute, quand j'étais allé dans le coin à Jonathan Goulet à Mané au UFC, puis c'est parce que j'étais dans Ultimate Fighter 4, puis on sortait, puis il y avait un show après, puis Goulet, il se battait, puis je me souviens plus contre qui, mais il y avait Phil Baroni qui était dans le vestiaire, puis je me suis pogné avec dans le vestiaire, parce qu'il arrêtait pas de passer sur le tapis quand Joe il s'entraînait. Puis j'étais un petit peu hangover. C'est la belle époque, hein? Puis j'avais pas beaucoup de patience. Puis finalement, j'avais dit à Mané, sac ton camp. Puis je l'aimais pas déjà d'avance. Puis là, ça avait comme eu une brawl dans. Il rentrait tout le temps avec des. C'était comme un Guido dans Jersey Shore, lui. Il était assez juice. Ah ouais, lui. Mais ça, t'as parlé de juice 2-3 fois. C'était une autre époque, ça aussi. Là. Les stéroïdes, il y en avait partout dans la MMA. Ben, pour moi, c'est ça. Quand l'Oiseau a battu Jesse Jones, ça a écarquillé tous les yeux. ça a été comme sa porte d'entrée pour aller à l'UFC. Ça a été là, OK, l'autre bord de le bord de Il y a du monde, là. La border, là, ils sont bons, là, ils sont capables de faire puis pour vrai, ça a été, pour moi, ça c'était une grosse win. Évidemment, Georges Champion, on en a parlé tantôt face à Menjivar, c'est UCC 7, quand même. Hein. Puis ça l'amenait à 5-0. Georges a eu 5 victoires à l'UFC, au UCC. 5 victoires avant la limite. Puis après ça, il était 5-0, il rentrait à l'UFC. Il a fait 2 combats, il y a eu un combat de championnat du monde. 2 ou 3 combats, il fait un combat de championnat du monde contre Matthews. Il est revenu à TKO 19. C'est vrai, il était redescendu. Un combat. C'est vrai. Même affaire pour moi. Je m'étais battu contre Ricardo François. Lui, s'était battu contre. C'était-tu Dave Strasser? Je me souviens plus. Je pense pas. Je me souviens plus contre qui il s'était battu, mais peu importe. Il avait gagné, évidemment. Puis après ça, il retourne à l'UFC pour le reste de sa carrière. Ouais, c'est... Puis, pense au Porata, le Canada. Tu sais, comment on est minuscule dans le monde. Puis avoir produit autant de combattants incroyables, on va le dire, Ontario, Québec surtout, on a de quoi être fiers. On le fait encore. On le fait encore aujourd'hui. Oui. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde dans le sport maintenant, puis on réussit quand même à avoir des athlètes dans l'UFC, des Québécois pratiquement tout le temps. C'est tellement contingenté. Là, ben oui, il y en a maintenant. Là, c'est plus juste des bums qui se battent, là, comme avant. Écoute, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Là. On a d'autres sujets à parler, mais écoute, c'est une petite intrusion sur l'histoire du MMA au Québec. Je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui nous avaient parlé de ça, de faire un petit retour vintage, de parler des vieux combattants, de ceux qui n'ont pas pavé la voie. Écoute, si vous aimez ça, laissez-nous un commentaire si vous trouvez qu'on a manqué à parler de quelque chose ou peu importe. Dites-nous-le, on va essayer d'en revenir d'en reparler. Vos meilleurs combats à vous. Exact, vos meilleurs combats à vous, vos souvenirs à vous autres. De ces années-là. C'est sûr que si vous êtes nouveau dans les arts martiaux mix, vous n'avez pas tout compris de quoi qu'on parle. Ça vous dit rien du tout. 25 minutes. Mais peu importe, écoute, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Puis il y avait beaucoup c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde qui nous en avait parlé. Vraiment. De ça. Puis ça qui est le fun, même ceux, mettons, qui sont peut-être plus nouveaux dans le sport, notre sport est rendu à un certain stade dans sa vie que tu peux parler des anciens versus les nouveaux. Comme au hockey, comme dans n'importe quel sport, puis on est rendu là. Exact. Mais puis, ça, c'est les pionniers. Faut en parler, tu sais. Je vais finir là-dessus. On peut pas comparer les époques. Non. À toutes les fois, on va dire, mais tu sais, lui, il gagnerait pas aujourd'hui. Ouais, mais tu peux pas, tu sais, c'est comme dire Guy Lafleur puis Sidney Crosby aujourd'hui. Tu sais, tu peux pas comparer les époques. Aucunement. C'est pas comme. Écoute, on vient de parler. Dans le temps du jiu-jitsu, il n'y en avait pratiquement pas au Canada. Fait qu'il n'y avait pas ça dans la game. Stan Mikita, c'est lui qui a inventé la curve sur la palette, par erreur, par inadvertance. Ça n'existait pas avant. Tu peux pas comparer les gars avec les palettes droites avec les gars avec les One Piece d'aujourd'hui. Fait que, non, ça se compare pas, mais il faut quand même... Moi, je suis content qu'on ait fait ça aujourd'hui, parler de ces gars-là. Puis, tu sais, il y a tellement de combats qu'on oublie. Écoute, c'est incroyable, mais il faut parler de ceux qui ont pavé la voie. On serait pas là ici en jaser aujourd'hui, dans une chaîne comme Chaos Sport, si ça avait pas arrivé. Non, tu sais, on n'a pas parlé de Justin Brockman, Jason Saint-Louis. Il y en a plein là, qu'on aurait pu nommer qui ont écrit l'histoire des combats extrêmes dans ce temps-là. Les combats extrêmes. Soit que tu faisais du combat extrême ou du TKO. Ouais, c'est ça. Quand j'ai commencé la MMA, TKO, c'était ça. C'était comme l'UFC. C'était aussi gros que ça. Au gym, OK, je vais faire un cours de TKO. Les 3 lettres étaient peut-être pas autant que l'UFC, mais au Québec. Mais c'était représenté comme ça. Tu voulais expliquer, tu voulais faire ça. Moi, quand j'ai dit ça à mes parents pour la première fois, là, je commençais à faire du TKO. J'avais utilisé cette expression-là. Ouais. C'était ça à l'époque. Fait que c'est ça. Ça fait le tour un petit peu de nostalgie de ce qui s'est passé et pourquoi que les arts martiaux mixtes aujourd'hui au Québec sont si populaires. Ouais. C'est parti de là. On a créé... je parle.
au Québec. Ben, t'es une grosse page de cette histoire-là. Non, mais on a créé des grosses vedettes avec peut-être un petit peuple. Carrément. On est bon au Québec là-dedans. On est bon. On est petit, mais on est capable de parler fort. Hey. Puis, oubliez pas, relancez-nous des sujets que vous voulez. Moi, j'aimerais un moment donné qu'on parle de Pride aussi, qui est toute une époque. Oui. Fait que des segments comme ça de temps en temps. Mon seul regret dans ma vie, m'avoir battu là. C'est dans mes époques. C'est vrai. Hey, ça va au deuxième round. Yes. Round 2. Deuxième round, qu'est-ce qui s'en vient? Écoute, là, on commence à mettre la table pour l'année prochaine. Mais avant ça, il reste un gala télé à la carte de l'histoire. Parce qu'après ça, il n'y en aura plus. Ouais, c'est des galas numéro, mais il n'y aura plus de pay-per-view. Une autre époque. Aux États-Unis. Ouais. Parce qu'ici, au Québec, c'est le deal américain Paramount. Ce qui se passe ailleurs, nous, on va avoir... D'après moi, je ne suis pas sûr à 100%, parce que c'est encore un peu nébuleux, les droits internationaux, mais nous autres, encore, les choix numéros, ça va être encore des pay-per-view. OK. Je pensais qu'on aurait eu accès à Paramount ici quand même. Pas encore. Ça, c'était le deal. Ça, c'est le deal américain. Puis l'Australie a pris ce deal-là aussi. Puis il y a bien de petits caractères là, que. Imagine. C'est ça, eux autres savent. Là. Pour le consommateur, là, exemple américain, ça représente quoi avoir Paramount? C'est juste une subscription comme Netflix? Oui, ils ont monté un petit peu le prix, évidemment, parce que tu vas avoir accès aux 43, 44 événements. Mais si tu es vraiment un fan, tu loues tous les pay-per-view, tu vas sauver 1000$ par année. Wow, Easy. Très cool. Fait que, ça, c'est cool. Comme quoi, les droits de télé, ça vaut de l'argent dans tous les sports. Bon, on en parlera tantôt. On va quand même payer 7,7 milliards pour 7 ans. On en parlera tantôt. Mais ce qui s'en vient, l'UFC 323, en fin de semaine, le dernier pay-per-view de l'année, Merab Dvalishvili, qui est sur 14 victoires de suite, va en combat revanche. Je dirais plus que Yann. Peter Yan va avoir un combat revanche face à Dvalishvili. Les deux se sont déjà battus. Dvalishvili l'avait battu par décision. C'est pas nouveau. Là. Mais Dvalishvili, il n'est pas plate en décision. Non. Écoute, tu sais... Oui, il fait des décisions, c'est de la lutte pure, mais non, comme tu dis, c'est pas plate, c'est du high pace. On parlait tantôt de la nouvelle association de lutte. RAF, ben c'est semblable. C'est un pace très, très haut. Bon ground and pound en plus. Moi, j'ai hâte de voir ce combat-là. Mais la dernière défaite de Yann, c'était contre Dvalishvili. Là, ils sont 3 victoires de suite. C'est pas trop compliqué. Là. C'est un bon combattant de Muay Thai. C'est pas trop compliqué la stratégie de Yann. Là. C'est sprawl and brawl. C'est ça. Merab est tellement bon parce que Peter Yan a une bonne défense de lutte. Ouais. Il a un sol très legit, mais Merab, c'est un peu comme Islam. C'est parce qu'il arrête pas. Il arrête jamais. C'est une machine de cardio. Ouais. Hey, quand il a gagné son dernier combat, Daniel Cormier est allé à son gym pour faire une entrevue avec. Puis c'était le samedi, puis le dimanche, il était en train de courir dehors. Il se paraît déjà. Il s'entraînait, il courait. Ça n'a aucun bon sens. Aucun break. Jamais. Aucun bon sens, mais quand même un bon combat. Peter Yan, qui est dans un mauvais spot maintenant, il a déjà été champion, il y a eu de la controverse à son endroit. Il est comme très, très bon, mais là, il y a un champion comme indélogeable en ce moment. Ça va être rough. Ouais, ça va être très dur. Mais Merab va être là longtemps encore. Tu sais, les styles, des fois, ils se marient pas bien, puis ça, c'est un style cauchemar pour n'importe qui dans cette carrière. Oui, Peter Yan, il y a une boxe chirurgicale, tu sais, vraiment. Mais... En tout cas, moi, je pense que Merab va sortir gagnant. Demi-finale championnat du monde, Pantoja face à Joshua Van. Ça va être bon. C'est une belle histoire quand même. On l'a pas vu venir. Il est arrivé vraiment de nulle part. Pantoja, c'est la 4e défense de titre, 8 victoires de suite. Complet, là, honnêtement. Là. Puis Van va tenter de devenir le 2e plus jeune champion de l'histoire de l'UFC après John Jones. 23, je pense. Là, il y a 24. Il y a eu 24. 15 victoires, 2 défaites, 5 victoires consécutives. Il est très, très bon, là, Joshua Van. Mais, Pantoja, ça va vite. C'est un mur. Là. Il est bon, il est complet, il est bon partout. Il est bon partout. Il a tout un sol. Okay? La seule chose que j'ai vue dans ces 2 derniers combats qui m'inquiétait un peu, c'est sa condition physique. Ouais. Ça était un peu douteuse. Van, on le sait, va arriver près. Son dernier combat qui a écarqué les yeux, c'était contre Royval, je pense. Ouais. Bonne condition physique, capable d'aller à la guerre. Mais Pantoja, sacrifice qui est bon. Il est bon, puis tu sais, il est en confiance, puis il est bon partout. C'est ça qui arrive. C'est que là, tu vas dire, je vais aller un petit peu là. C'est une black belt. Il est très bon, en Muay Thai. Belle transition, peu importe. Exact. Son mix de debout pour les amener au sol et attaque direct un coup rendu au sol, c'est vraiment impressionnant. Là. Il est spécial. Brandon Moreno face à Tatsuro Taira, ça, d'après moi, ça peut être le combat de la soirée. Sérieusement, Moreno, ancien champion du monde, c'est un solide lutteur, un bon jiu-jitsu, il a un style unique, il est dur à combattre.
Bernard Moreno, il est tout le temps tout croche un peu. C'est pas beau quand il... Ben, c'est pas beau. C'est pas by the book, on va se le dire. Exact. C'est un Puis orthodoxe. Taira, 25 ans, 17-1. Sa seule défaite, c'est face à Brand Royval. Extrêmement complet. Extrêmement complet, là, Taira, là, vraiment. Mais pour moi, ça, c'est le fight of the night. Ah, il y a des bonnes chances. Puis, tu sais, Brandon Moreno, oui, avance en âge. Son prime est passé, mais encore solide. Là. Ben, c'est un fan favorite. Fan favorite. Ben, je veux tout le temps le voir se battre. Là, tu sais, puis il y a la grosse crowd mexicaine derrière lui en plus. Ben, ça va donner un gros combat. Puis on sait pas. C'est peut-être un fight éliminatoire aussi. Peut-être. Il n'y a pas de temps de nom à 125 livres non plus. Là. Il y a un qui s'accroche, Henry Cejudo, qui a déjà été champion, c'est vrai, de 2 catégories de poids, champion olympique de lutte. Triple C. Quand même, rendu à 38 ans, sur 3 défaites de suite. Ça va être difficile quand même face à Peyton Talbot. Talbot, ils ont 6 pouces de différence de grandeur. Fait qu'il va avoir le reach aussi. Donc, s'il est capable de gérer la distance, Talbot, ça va être compliqué pour Cejudo, que je dis, 3 défaites de suite, Cejudo. Là. Il n'est pas à confiance dans le tapis. Là. Un gars de son prestige, je comprends pas que la carrière qu'il a eue, qui se batte encore. Puis là, il est comme devenu officiellement un gatekeeper. Ouais. Là. Puis aller affronter Peyton Talbot, Triple C n'a rien à gagner dans ce combat-là. Puis moi, Peyton Talbot, je suis content qu'on en parle aujourd'hui. C'est un de mes prospects préférés dans l'UFC en ce moment. 10-1, solide cogneur, c'est un grand 135 livres. Il a trébuché il y a 2 combats. À son avant-dernier combat, c'était vraiment une erreur de parcours. Là. Il a échappé une décision serrée. Mais, t'as-tu comment il s'est repris à son dernier combat? Ouais. Il a tout montré. Il a montré son sol, il a montré sa lutte. Moi, je pense qu'il va traverser Triple C. La dernière victoire de Triple C, Cejudo, c'est en 2020 face à Dominic Cruz. Ah, ça date. Qui était un autre gars en fin de carrière également. Peyton Talbot, on parle le Magic Touch, là, lui là aussi. Là. Ouais, c'est un striker. Un peu à la Prathèse qu'on parlait il y a 2 semaines. Puis tout. Il est ça, vraiment bon. La roue tourne à un moment donné. Là. Ben oui. Les jeunes arrivent, puis ça pousse. Là, on parle de Joshua Hunt, 24 ans. Les autres gars, Taira, 25 ans. Talbot, c'est pas un gars vieux. Je pense qu'il est en fin vingtaine. Je pense qu'il est... Je me souviens plus de son âge, mais il est très jeune, Talbot. Ouais, il est jeune aussi. Là. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Les gars, ils s'accrochent. Mais à un moment donné, les jeunes poussent. Là. Le prime des combattants est plus tôt maintenant qu'avant. Ouais. Définitivement. Avant, là, à 32, tu étais dans ton prime. Aujourd'hui, il est vraiment plus tôt. Et sur TVA Sport 2, pour la carte préliminaire à 20h, il y en a plein d'autres. Là. Il y a Jan Błachowicz, Macy Barber, Marvin Vettori, Edson Barboza. C'est sûr que Vettori et Barboza, c'est peut-être plus les combattants qui étaient, mais Barboza peut toujours sortir un flash knock, peut toujours sortir un fait saillant. C'est très intéressant à voir pareil. La carte est quand même profonde. Błachowicz, c'est la sous-carte. C'est quand même l'ancien champion du monde. Błachowicz, ça va être intéressant. Donc, c'est à 8h sur les ondes de TVA Sport 2 pour la carte préliminaire du dernier pay-per-view de l'année. Ouais. Pas le dernier gala de l'année, le dernier pay-per-view de l'année, parce qu'il va en avoir un autre la semaine prochaine pour terminer l'année. En boxe aussi, il y a Naoya Inoue. Ça, on en parle parce que ce gars-là, 31-0, 27 knockouts, probablement un des boxeurs les plus complets de notre génération. Il va défendre son titre la 4e fois cette année. Ouais. 4e défense de titre. Là. En 2025, champion des Supercoques IBF, WBC, WBO. Il va se battre le 27 décembre à Riyad, en Arabie, face à David Picasso, Mexicain qui est très bon aussi, là, 32 victoires, 0 défaites, 17 KO. A été élu boxeur de l'année par Ring Magazine. Ouais, honnêtement, c'est un solide. Ça. Pour vrai, c'est un beau boxeur. Ouais. Tu le regardes, là, puis tu comprends l'art de la boxe. Un prototype. J'aime les appeler comme ça, ces gars-là. Pourquoi on n'entend pas de temps parler? Oui, il se bat outre-mer, mais au-delà de tout ça, encore là, les Supercoques, c'est des poids qu'on voit moins passer. C'est le 2 combats, c'est battu au T-Mobile Arena, puis il a tué le gars, puis il n'y a pas... Personne n'a entendu parler. Non. C'est cool parce que on en avait parlé de toute façon, mais nos fans sont vraiment des bons connaisseurs de boxe. Nos auditeurs sont des bons connaisseurs de boxe. On nous en a parlé de lui. Ouais, c'est ça vient d'une référence. C'est très cool. Fait que, on cherche des affaires, mais des fois, c'est des affaires qui nous échappent. Comme ça. Fait que, moi, je suis allé me renseigner sur lui, je suis allé regarder ça. Je dis, ben oui, je l'avais déjà vu, celui-là. Mais tu sais, je m'étais pas rendu compte que ça faisait 4 fois cette année qu'il va défendre son titre. Là. À la boxe, c'est énorme, parce qu'on sait qu'à la boxe, ça peut être long. Là. Surtout rendu au stade qu'il est dans sa carrière. C'est un super champion. Mais les petits poids, malheureusement, passent dans l'anonymat. On en parle souvent, mais je trouve ça dommage. Puis écoute, c'est toutes des cliniques de boxe. Là. Ça va vite. Là. Inoue face à Picasso le 27 décembre. Ça se passe à Riyad, en Arabie. Et le 11 décembre, Matt, mon encyclopédie de Jiu-Jitsu, UFC BJJ 4,
Parle-moi un peu de ça parce qu'il y a quand même des gros noms là-dessus. Ouais, la UFC BJJ qui fait une grosse carte pour la fin de l'année. J'en avais parlé lors d'un premier épisode, je pense, qui est la nouvelle structure du Jiu-Jitsu. Encore là, on parlait que les autres sports connexes du MMA rayonnent. Grosse carte. Mes 2 gars préférés dans le roster. Les UFC BJJ vont signer plus en plus de gars, j'imagine. C'est pas facile. Le Jiu-Jitsu est rendu comme un marché de joueurs autonomes aussi. On essaie à gauche et à droite de signer tout le monde. One est très actif également. Mais ils ont réussi à avoir les 2 frères Tackett qui vont se battre justement en finale et demi-finale. Ils sont jeunes, eux autres. Là. Ils sont jeunes, sont bons, explosifs, de la gueule, des grandes gueules. Surtout Andrew. On parlait de Mikey Musumeci qui a été identifié comme ambassadeur par le UFC. Ces 2 gars-là vont vendre, par contre. En finale, ton... Musumeci... Mikey Musumeci. Très bon technique. Incroyable. Mais personnalité assez... Bizarre. Bizarre, c'est ça. Bizarre, c'est pas un gars qui va faire vendre plus. Le monde va vouloir le voir comme performer. Oui. Mais vendre un spectacle, on est bien mieux avec les frères Tackett. Comme je dis, l'amateur néophyte de Jiu-Jitsu voit Mikey qui est geek quand même. Fuck off. C'est des gars à terre. Tandis qu'Andrew Tackett, tu peux t'identifier à lui. L'amateur de MMA va aimer Andrew Tackett, qui je pense un jour va peut-être faire un petit merge aussi. Fait qu'en finale, 22 ans seulement Andrew Tackett contre Elijah Dorsey pour la ceinture des welterweight. C'est ça qui est le fun, les match-ups sont bons, c'est les match-ups qu'on veut voir. Autant la finale que la demi-finale. Elijah Dorsey, un vétéran du ADCC, a gagné les East Coast Trials il y a à peine 2 ans. Ça va être un match de feu. 2 gars, 2 bons lutteurs, 2 gars qui vont pour le kill tout le temps. Pour vrai, là, que t'aimes le jiu-jitsu ou pas, tu vas regarder ça un peu comme Raph à la lutte. Ça va être impressionnant. Fait que gros combat que j'ai hâte de voir. En demi-finale, on a le frère d'Andrew Tackett, son frère aîné, William, contre Ronaldo, qui vient de Team Atos, qui s'entraîne avec André Galvao, champion du monde également, pour la ceinture des poids moyens. Ça aussi, ça va être du feu. Ronaldo donne toujours un show, puis William Tackett a le bon style aussi. Les frères Tackett, ça ressemble vraiment beaucoup dans leur style. Grosse lutte, des scrambles de feu, beaucoup d'attaques de dos, attaques de clinch-fées. Ces gars-là sont bons de partout. Fait que les 2 match-ups vont être bons. Moi, je pense que les Tackett vont sortir gagnants, mais dans les 2 cas, autant Dorsey que Ronaldo peut sortir avec la victoire ce soir-là. Puis, un 3e championnat, c'est une grosse carte, comme je vous disais, pour finir l'année. Raquel Canuto, chez les femmes, contre Laverne pour la ceinture des poids plumes. Raquel Canuto, très, très bonne. Elle se battait à UFC Invitational, juste avant que UFC BJJ soit inventé, si on veut. C'est la femme de Renato Canuto, qui est une légende de Jiu-Jitsu également. Fait que les deux se battent dans l'organisation. Raquel Canuto devrait sortir avec la ceinture. Très, très bonne. Très bonnes attaques de jambes également. Puis, grosse carte. Son mari se bat aussi, Renato Canuto. Maïssa Bastos, c'est championne du monde. Jussier Formiga, ancien UFC, exactement, va se battre. Dorian Olivares, quand vous parlez de prospect, allez voir ce gars-là. Il a battu Felipe Pena, puis il pèse 135 livres. Puis Felipe Pena pèse 250. C'est où qu'on peut voir ça? C'est gratuit. C'est ça qui est le fun encore. On peut l'écouter sur Fight Pass, évidemment, mais sur YouTube, c'est encore gratuit. Ah ouais, OK. UFC BJJ sur YouTube. T'as pas besoin de flow. Non, la carte en live. Moi, j'imagine qu'éventuellement, ça va être uniquement sur Fight Pass. Mais c'est gratuit sur YouTube encore. Okay. Allez voir ça. Gros combat. Jeudi, le 11 décembre, UFC BJJ 4. Ouais. C'est cool, ça. Ah, c'est vraiment le fun. C'est le fun, c'est une autre ambiance. Ouais. T'sais, le stage est là, les 2 sont là, puis tout le monde regarde 2 gars de Jiu-Jitsu. C'est professionnel. Exactement. Comme on est habitué, puis encore là, il n'y a pas le pit, le bowl. Fait que je trouve qu'il y a des flying triangles qui se font avec ça. Allez voir ça. C'est à surveiller jeudi le 11 décembre pour UFC BJJ 4. C'est ce qui m'a fait au 2e round. Et on s'en va au iPoke News. iPoke News. iPoke News, Matt. Là, les cartes de janvier commencent à tomber. Ouais. Dana White a fait pas une conférence de presse, une espèce de live sur Facebook pour annoncer des gros combats. Maintenant. Ouais. J'aime ça. Pour annoncer des gros combats, spécialement pour le premier événement à numéro sur Paramount. Je ne sais pas si ça va être le premier événement de l'année, parce que c'est quand même le 24 janvier. D'habitude, on a un avant ça, qui est un Fight Night. Mais là, on parle du gros événement à numéro. Là, je dis à numéro parce que c'est pas un pay-per-view pour Paramount. Donc, le premier événement à numéro. On en avait parlé la semaine passée. Ce qui devait arriver arriva. Ouais. Donc, Justin Gaethje face à Paddy Pimblett. Les 2 suivent dans le classement, 4 et 5 pour le championnat du monde intérimaire. Tuporia qui est out jusqu'au printemps. Problème personnel. On l'a su. Là. Il est en train de se divorcer avec sa femme. Puis
des gros enjeux monétaires là-dedans aussi, Ça ce risque qui de fait coûter que cher. sa tête n'est pas toute là pour s'entraîner. On peut le comprendre. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. T'sais, au Exactement. moins, il ne se sauve pas de rien, là, ça explique beaucoup de choses. Encore une fois, pourquoi Tsarukyan n'est pas dans ce combat-là? On en parle dessus. Pourquoi il n'est pas là? Honnêtement, voir Gagey et Pimblet se battre pour l'intérimaire, hey, les auditeurs, là, vous me ramasserez ces commentaires, mais who cares? Je pense que, écoute, Gagey, c'est un favori de la foot. Pimblet, je pense qu'il amène une grosse crowd. Oui. On a glissé un peu tantôt que Paramount ont dépensé 7,7 milliards, Ouais, puis 1,1 milliard par année pour 7 ans. Oui, là, l'UFC a beaucoup de contrôle, là, mais d'après moi, là, Paramount a un mot à dire quand même j'imagine. sur le spectacle qu'ils veulent mettre. J'imagine. J'ai pas la science infuse, j'ai pas des. On n'a pas vu les clauses. J'ai pas vu les clauses, mais d'après moi, Paramount ont dû avoir un petit mot à dire là-dessus. Mais là, il y a une question d'horaire dans tout ça. Tsarukyan vient de se battre. Mais Colin, Tsarukyan, j'aurais aimé ça le voir. Là. Tsarukyan, il aurait été correct. C'était sa shot. T'aurais fait un build-up avec Topuria quand il fait son retour. Ça aurait été incroyable. Mais, tu sais, ne pleurons pas quand même. Gagey contre... Gagey, il a ce qu'il veut. Parce qu'il a dit, moi, je Il me a sa bats pour le chance. championnat du monde, je prends ma retraite. On veut encore un peu de Justin Gagey pour ce qui reste. Paddy Pimblet, le championnat intérimaire, c'est ça. On retombe dans les intérimaires, par contre. Tombe dans les intérimaires, puis il y en a beaucoup qui sont fâchés parce que ça va être le main event. Et le combat de championnat du monde, des poids coqs, des femmes, Kayla Harrison face à Amanda Nunes est en demi-finale. Là, tout le monde dit, mais pourquoi c'est pas eux autres qui est en finale? C'est le vrai combat de Qui est championnat bien du monde. meilleur. Sur papier. Qui pourrait être... Pour être meilleur. Ben, ça dépend. Là. On en pense pas pareil. Moi, je trouve ça cool, le combat de Gagey contre Pimblet. Ouais. C'est juste l'enjeu, je trouve que ça n'avait pas de sens. Non, moi non plus. Mais tu sais, moi, je suis excité d'avoir ce combat-là. Ah, quand ben, même. je vais être excité le soir même, c'est sûr. Là, Je renie pas mon plaisir non plus, mais c'est ça. C'est juste dans la séquence d'événements, je pense qu'il y aurait eu un autre match-up avant. Mais je pense que Harrison contre Nunes a plus d'envergure. Ouais. A plus l'envergure d'un Le combat de main retour de event. Nunes, Ben oui. qui s'est pas battu depuis 2023. Les deux anciennes partenaires d'entraînement chez American Top Team. Les deux se connaissent super bien. Clash de style. Build-up qu'ils ont fait, qui ont monté. Ça va être intéressant. Tu sais, Nunes, la plus grande de tous les temps. Oui, c'est sûr. Il faut le dire. Là. Va-t-elle être rouillée? Elle n'a pas eu de combat de préparation avant, on s'entend, mais on va tout la voir. Mais ça va être définitivement un bon co-main event. Des gros noms aussi sur la carte qui sortent tranquillement. Ça va être très, très, très grosse carte. Sean O'Malley face à Song Yadong. Ça aussi, ça va être bon. Et O'Malley qui va d'une déclaration fantastique sur ses réseaux sociaux. Il dit I don't beat my dog, but I can beat Song Yadong. Wow, une carrière dans l'hip-hop bientôt pour Sugar Sean. Ben, lui, il en fait de l'argent. Lui, il en fait du cash, je vais te le dire, là, du avec cash. son personnage sur les réseaux sociaux. Lui, là, il imprime du cash. Mais Song Yadong, by the way, très très bon. Là. Oui, classé 5e. Moi, je le verrais peut-être battre Sugar Sean. Ça se peut très, très bien. Ça se peut très bien. Nurmagomedov, aspirant numéro 1 face à Figueiredo. Ouais. Encore une fois, Nurmagomedov, on se demande pourquoi il n'est pas dans le combat de championnat du monde non plus. Il y a eu sa shot. Il y a eu sa shot. Sa shot. Mais on pensait avoir un combat revanche rapidement. Mais finalement, il va falloir qu'il passe à travers Figueiredo. Cortez Acosta, qui s'est battu là, le 7. Là, il s'est battu là, la semaine passée. Ouais. Là, il va se rebattre face à Derek Lewis. Rapidement quand même, mais c'est le 24 janvier. Donc ça va être intéressant comme match-up. Ça va être bon. Arnold Allen, classé numéro 6 face à Jean Silva. Ça aussi, ça va être bon. Tu sais, je passe un petit peu vite parce qu'on va avoir le temps d'en Oui, on va parler. en parler là. abondamment. Mais combat qui m'intéresse bien gros, moi, Alexa Grasso face à Rose Namajunas. Ouais. C'est vraiment Namajunas qui monte à 125 livres. Grasso classé 3e, Namajunas qui a déjà été classé. J'ai eu 125 livres, classé 6e. Ça m'intéresse. J'ai hâte de voir la transition. Très à l'aise à 115, mais à 125, j'ai hâte de voir Rose, ça ne perd pas de sa vitesse non plus. Là. Puis elle va être assez grosse. Ouais. Mais ça va être bon, ça. Puis elle met beaucoup de pression, Grasso. Là. Faut Oh, que tu sois en ouais. forme. Sois en forme. Ateba Gauthier aussi, qui a été annoncé le phénomène génétique C'est fou, incroyable, qui est potentiellement peut-être un aspirant au titre rapidement. Ah oui, Parce c'est que, ça. je veux dire, ça ne dure Il va pas très, monter très vite. longtemps, ces Non, non, fêtes. il là. va monter vite. Va se battre face à Andrei Pouliev. Et il y avait une rumeur qu'il y aurait aussi le BMF title, le Bad Motherfucker title. Oliveira face à Max Holloway. Mais finalement, je pense que ça a sorti aujourd'hui ou hier. Ce ne sera pas le cas. C'est une rumeur, ça va aller un petit peu plus loin, mais c'est le combat qu'on veut faire pour le BMF title. C'est un bon spot pour ces deux gars-là. Exact, c'est ce titre-là que je ne comprendrai jamais. Ah, elle est cool, la ceinture. Là. Serais-tu content d'être le BMF
champion. Dépend, ça me met plus d'argent dans les poches, peut-être. Oui, là, mais tu sais, dans ton display de ceinture, là. Ouais. Écoute, ça veut, excuse le temps, ça veut fuck all rien dire. Ah non, ça veut mais rien dire. Je la trouve haute, la ceinture. Qu'est-ce que je te Ouais, dis? c'est correct. T'sais. Mais tu sais, l'UFC a le don pour créer des événements. Ben oui. A le don pour créer un engouement sur quelque chose qui fait pas de sens, qui fait fuck all de sens. Ça fait aucun sens, mais c'est deux gars qui pourraient se battre en championnat du monde encore. Ouais. Ben, let's go. Let's go. Let's go. On a sorti quelques noms aussi pour l'UFC 325, le 31 janvier en Australie. C'est la première fois que l'UFC fait 2 galas à numéro, un après l'autre back-to-back. C'est peut-être qu'il explique pourquoi il n'y aura pas de Fight Night dans Ouais, peut-être. Peut-être. On va avoir, Déroule le grand tapis pour les débuts de Paramount. Là. je vais avoir un long congé. Ouais, t'es ennuyé. On va m'ennuyer. Val, elle va trouver ça C'est beau, bizarre on de voir à va la faire. maison. Hein? Oui, c'est samedi soir, là. Je suis je suis pas supposé être ça. C'est d'habitude de C'est comme dans Pulp Fiction. Ah ouais. Comme ça. Là. C'est ce qui se passe. Volkanovski face à Lopez. 2 pour le titre des poids plumes. Ça fait jaser, ça. Ça fait jaser parce que, tu sais, Lopez, il a gagné face à Silva, il a KO au deuxième round en septembre, mais, tu sais, pourquoi pas Eloev? Tu sais, Eloev qui est classé premier, 19 victoires, qui a déjà battu Lopez. Ouais. Ça aurait été logique dans la séquence. Ça aurait été logique en plus, tu sais. Moi, je pleure pas, j'aime beaucoup Lopez. Là. Ouais, moi aussi. Moi, je le voyais même battre Volk dans le premier combat. Je trouve qu'il y avait un peu tous les outils. Ben ça, c'est le dernier combat de Volk. Ouais. Lopez a fait un autre combat après face à Silva qui l'a passé de knockout. Le UFC attend avant de faire un rematch un peu plus que ça. Pas là. Mais ça aurait pu être Leon Murphy aussi. Ah ouais. Aaron Murphy qui ça aurait été très est legit. là, qui est classé 4e, mais il est 17-0. Le problème avec Aaron Murphy, oui, il a battu Aaron Pico à son un combat, mais c'est pas mal Il le manque- seul gros nom qu'il a battu. Son tableau de chasse n'est pas garni tant que ça date. Là. C'est ça, tu sais, pour avoir une espèce de pouvoir de négociation, ça te prend à dire, hey gars, j'ai battu l'ancien champion du monde. Tu sais, c'est pas arrivé. T'sais. Lopez, c'est sûr qu'il y a un plus gros. Oh, ouais, il a fait ses preuves. Là, quand même. Fait ses preuves, puis tu sais, Evloev en plus peut dire, hey, c'est parce que moi je suis l'aspirant numéro 1, puis je l'ai déjà battu, moi, Lopez. Là. En plus. Au UFC. Mais peut-être des choses qu'on sait pas. Peut-être une question d'horaire, blessure, peu importe. Oh, Bon, il y a ça, bien des affaires qu'on sait pas. on sait rien, en fait. Je te le confirme. Ça, c'est une rumeur aussi. Carlos Solberg face à Prochazka pour le titre intérimaire des poids mi-lourds, qui est détenu par Alex Pereira. Parce que là, Alex Pereira aimerait bien avoir John Jones à la Maison-Blanche. Ça part la machine à rumeurs. Ça là. part, la machine à rumeur était déjà là, mais tu sais. Ça l'alimente. Ça l'alimente, exact. Ça, c'est une autre rumeur. Benet Dariush, qui est une victoire à ses 4 derniers combats seulement, face à Quillen Salkild. Salkild, si vous ne savez pas c'est qui, c'est lui qui avait assommé avec un coup de pied dans la tête à Nasser Akparas à son dernier combat. On en avait parlé. C'était pas un KO, un beau KO. Un KO épeurant. Un KO épeurant, C'était clean, mais en voulant dire, le après était inquiétant. Et Renato Moicano face à Rufi. Ça pourrait être très, très nice aussi. La dynamique. Encore une fois, ça, c'est des rumeurs. Ce qui a vraiment été annoncé, c'est Volkanovski puis Lopez. Et la dernière rumeur, et là, je vous le dis, c'est une rumeur. Okay? C'est Partez drôle. pas en peur. Mais les rumeurs qui est sortie, j'ai lu à travers les branches, que je me suis fait parler, et c'est peut-être pas vrai. Mais moi, ça m'excite. Regarde, j'ai le poil là. Eamon Zahabi face à Corey Sandhagen, le 31 janvier, à l'UFC 325. Écoute, Ça serait hot. c'est une rumeur, je le dis là encore, là. Mais ça serait très, très solide. Ça serait probablement le dernier step avant Ouais. une shot au titre. Puis c'est correct parce que Sandhagen, faut que tu passes au travers d'un de ceux-là pour aspirer au titre. Ouais. Mais imagine le combat. Ça serait incroyable. Tu sais, si tu veux qu'il y ait des belles choses arrivent à quelqu'un, il n'y a pas grand monde que je pense immédiatement dans le sport, mais Eamon Zahabi, lui, vient en premier. Quel cool guy, hein? Cool guy, sympathique en entrevue, personne ne l'a Il n'y a rien dans le placard, ce gars-là. Tu sais, Non. il est cool. C'est un travaillant. Puis Ouais. tout le monde que je connais qui s'entraîne avec lui au TriStar me dit comment il est bon, c'est un bon partenaire d'entraînement. Il aide tout le monde. Puis tu sais, il build son équipe avec lui. Ouais, vraiment. Puis je suis content que maintenant on connaît que c'est Eamon Zahabi et Oui, pas le c'est frère. juste le à frère. Firas. Exact, le frère. Exact. C'est ça depuis le début, tu sais, c'est malheureusement. ça, c'est un boulet qui a finalement que c'est sorti. Ouais, on parle de lui au singulier, comme on dit, mais ça serait tout un combat. Là. Sandhagen est tellement bon aussi. Ouais. Ça se passerait le 31 janvier. Donc, ça fait partie des Hype Oak News de ce qui est sorti cette semaine. Et la dernière, un des athlètes les plus riches au monde, Un des deux. un des deux, a décidé de s'investir dans le MMA en Espagne. Pas vu venir, celle-là. Hein, non? Cristiano Ronaldo, Ouais. qui devient actionnaire
de WOW FC. Donc, WOW FC, c'est Quel Way of titre, Warrior. Ouais, c'est ça marche bien. Les Way accords. of Warrior. Ils sont à leur 25e gala, le 13 décembre prochain. Ila Tupuria aussi est vraiment logique. investi là-dedans. Les deux sont des actionnaires quand même assez majoritaires. Mais quelle nouvelle! Quelle nouvelle pour les arts martiaux mix. Ben, ça amène un spotlight. Ben oui, c'est ça. Tu sais, quand tu fais un crossover de sport comme ça, l'athlète le plus connu au monde, en tout cas, c'est quoi que Lionel Messi, on va se le dire, là, décide de faire une incursion dans le monde du MMA, ben c'est génial. Moi, je vois pas ça négativement du tout. Non. Puis, tu sais, il a dit, moi, le MMA, ça incarne des valeurs auxquelles je crois. Ouais. Donc, tu sais, il n'y a pas grand vedettes qui ont sorti de là à date de WOW FC. C'est leur 25e gala. Je suis allé voir un petit peu qui avait passé là. C'est quand même tu sais, ça se passe à Madrid, là. C'est quand même un événement régional. Là. Tu sais, on n'a pas amené des grosses Un vedettes samouraï encore. de ce monde. Sauf que, tu sais, quand tu vois des gars de même s'investir, tu sais, Tupuria qui ne s'investit pas à 100%. Là, parce qu'il y a mais, quelque tu sais, chose, tu sais. là, tu vois Cristiano Ronaldo. Là, tu sais, OK, là, le monde dit, OK, je veux y aller, moi. Je vais aller me battre à WOW FC, moi, là. Hey, là, il y a une vitrine là, solide. Là. Parce qu'un simple post de Cristiano Ronaldo, que je me souviens plus comment il y a de followers. C'est lui qui en a le plus sur Instagram, je pense. Il doit en avoir Moi, pas mal. je pense que c'est lui qui a le titre. Toujours avec c'est quoi Kardashian puis tout. Là. Kim Kardashian, mais bref. Lui, il fait juste un petit post puis tout le monde te connaît le lendemain. Ouais. Tu sais, fait que, non, ça, c'est excitant. Puis c'est là que tu vois la différence que ça crée quand un champion local comme Tupuria. Tu sais, l'Espagne n'a jamais été reconnue pour le MMA ou le Jiu-Jitsu, peu importe. Mais en Jiu-Jitsu, de plus en plus d'Espagnols qui percent. Mais voilà, tu as un champion majeur, générationnel dans un pays. Ça va devenir une pépinière probablement. Parce que en Espagne, ils performent dans tous les sports. Tu sais, toutes les fois, je me dis peut-être que cet engouement-là du UFC d'MMA va s'essouffler à un moment donné. Non. Mais tu t'aperçois que ça ne s'essouffle pas. Puis, tu sais, il y a bien des places que l'UFC n'ont pas été encore. Tu sais, là, ils sont allés au Qatar. Ils n'ont pas été en Inde encore. Ils veulent y aller, mais ils n'ont jamais été en Inde. En Afrique. Non. Puis ils n'ont pas exploité l'Europe à 100% encore. Là. Non, Il n'y a jamais eu de gala numéro à New York encore. Pas à New York, mais en Europe encore. À Paris, ils n'ont pas fait de numéro je pense encore. en Suède, il y en a eu. Ouais. Il y a Dans très le temps longtemps. de... Il y en a eu en Australie. Faudrait que je fasse une coupe de recherche. Ouais. Il y en a peut-être eu, mais pas beaucoup. Ça, c'est vrai. Puis, tu sais, il y a un gros background dans le martiaux pareil en Europe. En Asie, ils vont, mais tu sais, One est très fort en Asie. Tu sais, c'est un marché particulier. Puis, tu sais, en Asie, ça a pris du temps avec l'UFC retourne parce que tout le monde était fâché qu'il avait acheté le Pride et il l'avait enlevé. T'sais. Exact. Puis il avait du sous, en fait. Ouais. Là, mais bref, non, l'engouement du MMA, puis comme je te dis, quand il y a des déclinaisons de disciplines qui viennent du MMA, ont des shows à part entière, comme UFC BJJ, comme RAF pour la lutte, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il y a un auditoire, même de niche, pour certains sports. Fait que, quand Paramount dépense 7 milliards pour avoir des droits, c'est pas assez payant. Ça s'essouffle pas. Non. Matt, merci. Encore une fois, un autre gros show. N'oubliez pas, en fin de semaine, le C323, télé à la carte, dernier pay-per-view de l'année, combat préliminaire sur les ondes de TVA Sport 2. Donc, je vais être là avec Jean-Paul et Valérie Letourneau. Matt, encore une fois, thank you. Merci à toi. On se voit la semaine prochaine pour le dernier show de l'année. Ah, déjà? Ouais, déjà, ça passe vite. Pour le dernier show de l'année. Après ça, on va se revoir mi-janvier. Mais ça, on va vous en parler la semaine prochaine. Tout à fait.